Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Juste avant de commencer, je tiens à vous prévenir que cette vidéo est la première vidéo d'été. Effectivement, l'été, plutôt que de faire juste une pause de 2 mois où je fais pas de vidéo, je décide de faire des vidéos un peu plus légères, peut-être un peu moins approfondies, mais qui restent selon moi quand même assez intéressantes sur un sujet que j'aurais pas abordé à un autre moment dans l'année, et donc je me dis pourquoi pas le faire maintenant. Aujourd'hui on va donc parler de rap, ce qui est pas si commun sur la chaîne, notamment ces derniers mois, et d'ailleurs je tiens à vous prévenir que j'ai sorti une vidéo bonus analyse sur le dernier album de Laylo, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible exclusivement sur Instagram. Et pour ceux qui seraient là en mode ouais, c'est une manière de nous forcer à aller sur ton Instagram et à nous abonner, ouais, logique. Bref, aujourd'hui j'avais pas envie de parler d'un rappeur en particulier ou d'un style de rap ou d'un phénomène, mais du rap de manière générale. Ouais, c'est un sujet assez conséquent. Parce qu'effectivement, ces dernières années, le rap s'est énormément popularisé. C'est devenu un des genres de musique qui fait le plus de ventes, le plus de vues sur YouTube pour ses clips, en tout cas en France. Parce que là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le marché français. Par exemple, aux États-Unis, je sais que c'est pas du tout les mêmes dynamiques, ou même par exemple en Corée, ça doit pas être pareil non plus. Je vous vois venir les fans de K-pop. Donc voilà, j'avais envie de revenir avec vous sur comment et pourquoi le rap était devenu hype et en quoi ça peut poser problème, notamment pour ce qu'il est de manière générale. Mais avant ça, il faut donc revenir sur les débuts du rap en France et comment c'est né et comment ça s'est imposé. En France, le rap serait donc apparu dans les années 80. Alors, je dis les années 80 parce que c'est quasiment impossible de statuer sur un moment précis, c'est impossible de dire tel artiste a ramené le rap en France, c'est plutôt une dynamique qui s'est faite petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que j'étais persuadé que c'était avant tout un art de rue qui ensuite s'était diffusé massivement, notamment par le biais de chaînes radio comme Skyrock par exemple. Mais d'après Sébastien Barriot, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ah oui, et Sébastien Barriot, c'est un monsieur qui a fait une thèse sur le sujet, hein. C'est pas genre juste un mec que j'ai croisé dans la rue, je dis tu penses que ça s'est passé comment? Il m'a répondu et tout quoi. J'ai fait quand même quelques recherches. Au contraire, pour lui, en France, le rap se serait d'abord imposé médiatiquement en prenant l'exemple de l'énorme tube et du succès du morceau Rapper's Delight qui a donc cartonné quand il arrive en France. Et selon lui, en fait, c'est le chemin inverse des États-Unis où pour le coup, c'était vraiment un art de rue qui est venu des quartiers et qui est arrivé dans les médias. En France, ça aurait été l'inverse. Il se serait donc d'abord infiltré dans les médias pour ensuite arriver jusqu'aux banlieues. Il prend également l'exemple d'une émission qui était consacrée au hip-hop sur TF1, ou même de la création de la chaîne de radio Radio Nova. Mais à ce moment-là, même si médiatiquement c'est devenu quelque chose, le rap est encore catégorisé avec le hip-hop comme étant un art de rue. Je sais même pas ce que ça veut dire un art de rue, mais bon. Et cela même si certains artistes parviennent à toucher le grand public, on peut penser à I.Am ou même MC Solar, dont un de ses albums s'était vendu à plus de 400 000 exemplaires. Ce qui est juste énorme. Encore plus à l'époque. Mais le début des années 2000 et l'avènement de ce qui sera appelé ensuite le gangsta rap va un peu freiner cette progression vers le grand public d'après moi. Pour ceux que ça intéresse, le Chroniqueur Sale avait fait une super vidéo sur ce genre de rap et même sur cette décennie qu'il appelle la décennie maudite. Et alors lui il s'en plaint parce qu'il considérait que le rap était globalement de mauvaise qualité à ce moment-là, mais moi je trouve aussi, dans ce que j'ai recherché et dans ce que j'ai vu de mes recherches, que c'était aussi une décennie où le rap a eu plus de mal à élargir son audience que la décennie précédente et surtout que, comme on va le voir, la décennie suivante. Mais donc à ce moment-là, le rap est resté quelque chose quand même de niche, avec à peu près le même public, qui est plutôt issu des quartiers défavorisés, mais globalement, à part quelques tubes et quelques artistes, ça continue à toucher la même frange de la population, ce qui va être amené à changer. Dans les années 2010, le rap s'ouvre de plus en plus à la musicalité et aux autres genres. La mode du R&B, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, incite de plus en plus de rappeurs à pousser la chansonnette et à faire des petits refrains chantés. On a donc affaire à de plus en plus de petites mélodies dansantes. Et en même temps, il fallait pas s'y tromper, quand on voit qu'un des plus grands succès d'I.Am est Je danse le Mia et qu'il est loin d'être le morceau le plus rap de leur discographie. Dans le même temps, on a également l'arrivée de l'autotune qui va révolutionner l'industrie. Un des premiers à l'utiliser n'est autre que Booba, incontestablement un des plus grands rappeurs français de tous les temps, dans ce qui sera pourtant son album le plus décrié, 09. Vivement attaqué au début, l'autotune est devenu rapidement un outil indispensable pour tous les rappeurs qui souhaitent chanter mais qui n'ont pas forcément la voix qui va avec. Aujourd'hui, celui qui l'utilise le plus et qui en dépend le plus est probablement Jul, en tout cas c'est le plus connu,
mais certains l'utilisent même pour rapper. Je pense par exemple à Laylo, dont j'ai parlé en introduction, vous savez, parce que j'ai fait une vidéo bonus sur mon Instagram. Bref, le rap s'ouvre de plus en plus, pour le meilleur comme pour le pire. On sent clairement que certains artistes se cherchent un peu, et il y a un début de division entre ceux qui veulent rapper à l'ancienne et ceux qui tentent des nouvelles choses. Mais petit à petit, les nouvelles sonorités et les nouveaux outils comme l'autotune vont ramener un nouveau public, mais aussi des nouveaux rappeurs. En effet, pendant toute cette période, le rap était vu comme quelque chose qui était réservé à ceux qui venaient de la cité, et même des artistes qui réussissent énormément à percer au niveau du grand public comme Section d'Assaut, revendiquent toujours cette venue des quartiers populaires et des banlieues. Mais vers 2012-2013, je dirais, c'est vraiment une approximation, ça commence à changer, avec notamment l'arrivée d'un 995, de L'Homme Pâle, l'explosion totale d'Orelsan après La Terre est ronde, et donc autour de 2015, tous ces rappeurs vont réussir à toucher un public qui est sociologiquement complètement différent de ce qu'il était avant. Pour le dire clairement, un public plus blanc et un public plus féminin. Et évidemment que déjà avant, il y avait des femmes et il y avait des blancs qui écoutaient et qui faisaient du rap. Mais je pense que leurs proportions ont augmenté ces dernières années. Mais pour autant, le public qui n'était pas là n'est pas forcément parti. Et les rappeurs qui rappaient déjà ne sont pas non plus partis et n'ont pas arrêté de faire du rap. Ces nouveaux arrivants n'ont pas pris la place d'autres personnes. Ils se sont simplement ajoutés à l'addition. Et c'est la même chose pour le nouveau public. Ce qui fait que ça a fait grossir les rangs automatiquement. Et tout ce phénomène est couplé à un autre changement qui est ultra bénéfique pour le rap, c'est l'essor du streaming et d'internet. Parce qu'effectivement, en dehors de Radio Nova ou Skyrock, qui en plus eux-mêmes avaient leurs propres problèmes parce qu'ils diffusaient pas non plus tous les rappeurs, le rap est resté assez marginal sur les diffusions sur C17 ou alors D17 à l'époque, ou alors Direct Star, ou même à la radio tout simplement. Pour la vente de disques, ce qui posait problème, c'est que le plus souvent, il fallait être signé en maison de disques pour pouvoir être distribué, et ça repoussait pas mal de rappeurs qui n'avaient pas envie de signer dans des grands labels de musique. Avec le streaming et YouTube, un rappeur pouvait percer d'un coup, sans avoir beaucoup de moyens, sans avoir de distribution, et surtout en autoproduction. Et derrière, faire des chiffres énormes, comme un rappeur signé, voire beaucoup plus. Et ça, clairement, ça se voit dans les chiffres et c'est vérifiable. Il suffit de regarder les sons les plus écoutés sur les plateformes de streaming ces dernières années, pour voir que la plupart sont du rap, ou en tout cas affiliés au rap, ou pas très loin du rap. Bon voilà, vous m'avez compris. Mais cette explosion du genre du rap auprès du grand public ne s'est pas non plus faite sans encombre. Tout d'abord, elle pose une question qui pour moi est centrale, et qui est même la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, et qui est le cœur du débat pour moi. Est-ce qu'une contre-culture peut devenir la culture dominante? Effectivement, le rap a dans son essence de s'opposer à la culture dominante et à l'industrie musicale. Mais aujourd'hui, puisque le rap est une part quasiment majoritaire de cette industrie musicale, est-ce qu'il peut encore être considéré comme une contre-culture? Peut-on rejeter le système dont on est le moteur? La plupart des rappeurs aiment particulièrement cracher sur les remises de prix qui les snoberaient. Pourtant, j'ai lu pas mal d'études sur le sujet, je me suis intéressé aux statistiques, et les rappeurs sont les seuls artistes dont la proportion a augmenté de manière assez conséquente ces dernières années dans ces mêmes remises de prix qu'ils critiquent. Il y a donc un paradoxe très étonnant avec des rappeurs qui critiquent un système dont ils font partie et un système qui les accepte de plus en plus. Et en fait, on a l'impression que depuis 15-20 ans, le rap a toujours essayé d'avoir une légitimité, de se légitimer auprès de l'industrie musicale, mais aussi du grand public, de la culture, en disant « Regardez, nous on est un art à part entière ». Et lorsque cette culture dominante commence à l'accepter et commence à accepter le rap comme étant une culture légitime d'exister et importante et comme un art à part entière, et le rap est là en mode non non, en fait vous aimez pas, on n'est pas potes. J'aurais également pu parler de l'aseptisation du rap, puisqu'effectivement aujourd'hui le rap est une musique qui vend, et puisque c'est une musique qui vend, elle a d'autres objectifs, et notamment des objectifs en termes de vente. C'est pour ça que vous êtes sûr que si jamais vous parlez d'un artiste à un mec qui aime le rap et qu'il a envie de vous défendre qu'un artiste est bon ou pas bon, il va sortir les chiffres de vente de la première semaine, c'est quasiment sûr. Et donc on voit bien que le rap s'est soumis au code de l'industrie musicale pour être mieux accepté. Par contre, je pense qu'il est très important de souligner la manière dont s'est opérée cette popularisation, mais surtout cette légitimation du rap par les médias notamment. En effet, la plupart des artistes que j'ai cités et qui ont connu une véritable consécration sont souvent présentés comme des figures d'exception.
Vous savez, le fameux « vous êtes rappeur, mais vous savez conjuguer un verbe ». Marie Sonnette soulignait ce phénomène avec les rappeurs dits du rap conscient, régulièrement désignés comme les intellos du rap, et donc mis en opposition au reste des rappeurs qui seraient complètement stupides et dénués de toute réflexion. On a alors une minorité de rappeurs qui servent aux médias de caution pour dire « regardez, nous on accepte le rap », et qui n'est pas forcément représentatif du genre. Ces artistes ont d'ailleurs tendance à être ceux qui se plient le plus aux injonctions de l'industrie et qui se rapprochent le plus de la pop. Après, est-ce que les autres ne sont pas invités ou pas connus aussi de ces instances légitimantes, ou simplement qu'ils refusent d'y participer, comme par exemple peut le faire PNL? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Mais finalement, à l'échelle de la musique, le rap est un genre assez jeune et commence seulement à être institutionnalisé et légitimé. Mais on peut également se demander dans quelle mesure c'est pas une posture pour ensuite s'en détourner. Quand on voit ce qu'ont fait Damso, PNL et Nekfeu, qui sont probablement les plus gros rappeurs francophones actuellement en termes de vente et de visibilité, on voit que notamment Nekfeu et Damso se sont beaucoup astreints à ces codes, on fait des interviews, des clips, tout ce qu'il fallait pour vendre et avoir une exposition au grand public, et ensuite ont complètement fait volte-face en disant non mais on fait plus d'interviews, communique plus sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et en fait on peut se demander si pour le rap c'est la même chose. Il fallait passer par ce côté un peu grand public, on ouvre les portes, on s'ouvre à la pop, pour ensuite dire bon voilà, maintenant qu'on a montré au grand public qu'on était intéressant, on va faire les choses un peu de notre manière. Et donc la phase d'acceptation par la société apparaissait comme une étape nécessaire pour ensuite faire accepter de nouveaux codes plus urbains et qui entrent plus en adéquation avec ce qu'est le rap à la base. Donc finalement, est-ce que la popularisation du rap n'a pas été une mauvaise chose pour le genre, en brouillant les frontières avec les autres genres de musique et en lui imposant des codes qui ont diminué la différence et sa spécificité? Ou alors est-ce une bonne chose? Et c'est aussi ce qui permet aujourd'hui d'avoir autant de rappeurs différents, autant d'offres. Un auditeur de rap n'a jamais eu autant d'albums à écouter chaque semaine, notamment parce que c'est un genre qui vend de plus en plus, encore une fois grâce au streaming par exemple et à internet. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez remarqué cette popularisation du rap ces dernières années? Quelles conclusions vous en tirez? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Est-ce que vous écoutiez du rap avant? Est-ce que vous vous êtes mis à écouter du rap récemment? Ou est-ce que pareil vous écoutez du rap qui est pas vraiment du rap? Pour le coup c'est l'été, j'ai vraiment le temps de tous vous lire, je pourrais répondre. En tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, à vos amis, à partager la chaîne, à en parler. On se retrouve, quoi qu'il arrive, dimanche prochain, 15 h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros. Ciao!